suis Hélène Roche, j'ai une formation scientifique, j'ai fait en fait de l'université, j'ai fait la biologie et je me suis spécialisée en éthologie. Donc ce serait l'équivalent aujourd'hui d'un master, donc un master 2, en éthologie appliquée à l'université Paris 13. Moi à l'époque ça s'appelait un DESS d'éthologie appliquée. Voilà, pour le titre que j'ai vraiment c'est celui-là. Et je me suis spécialisée par mes stages sur le comportement du cheval. Donc ça c'est vraiment spécifique à moi et c'est pas dans ma formation que j'ai appris vraiment sur les comportements du cheval. Et ce que j'ai aussi fait, ce qui est mon travail aujourd'hui, c'est je fais vraiment le lien entre les chercheurs et l'utilisation des connaissances sur le terrain, donc pour les professionnels ou les propriétaires de chevaux, les particuliers. Donc on va dire je suis un petit peu un médiateur scientifique entre chercheurs et terrain. Donc je suis pas chercheur. Et on peut dire que je suis éthologue ou éthologiste, c'est la même chose, le même terme. Normalement ça devrait être réservé aux scientifiques ce terme-là et pas au travail du cheval à pied par exemple. Depuis que je suis toute petite, je suis passionnée par les chevaux. Donc ça, c'est inexpliqué et même peut-être inexplicable. Mes parents ne sont pas cavaliers, ne sont pas spécialement intéressés par les animaux, comme on va dire un peu la plupart des gens. Il n'y avait pas d'animaux à la maison. Mais dès mon enfance, j'étais intéressée dans les livres par les images de chevaux. Le troisième mot que j'ai su dire, c'était cheval. Pourtant, j'étais pas immergée dans le milieu. Et donc, assez rapidement, quand on me demandait ce que je voulais faire, c'était vétérinaire équin. Alors ça a orienté mes études et j'ai pas été prise en classe prépa, donc j'ai pas fait vétérinaire, je suis allée à l'université faire de la biologie et c'est au cours d'un stage en deuxième année à la fac, donc l'équivalent de la licence deuxième année, que j'ai découvert le comportement du cheval, donc l'éthologie. C'était en 2000, je suis allée faire un stage à l'association TAC pour les chevaux de Przewalski. Et cette association, on en parlait beaucoup pour le projet de réintroduction de ces chevaux en Mongolie. Et à ce moment-là, on en parlait dans la presse et tout ça. C'est comme ça que j'avais su que ça existait. Et j'ai eu la chance, on peut le dire, j'ai eu la chance d'être prise en stage. Et j'ai découvert l'étude du comportement animal. Et je me suis dit, il y a autre chose que vétérinaire. Je pense que ça peut être tout à fait compatible, les deux. Moi j'aime bien monter à cheval aussi, mais ce que j'aime avant tout c'est le contact avec le cheval. Donc moi personnellement c'est les chevaux que je préfère par rapport à l'équitation, mais l'équitation est un plaisir aussi. Et après je conçois aussi qu'il y ait d'autres manières d'appréhender la relation au cheval et qu'il y ait des gens qui préfèrent l'équitation. Après il y a tout pour faire un monde, voilà. Après il suffit d'être tolérant et puis d'accepter qu'il y ait d'autres manières de voir les choses. L'observer. Il doit commencer par l'observer et je dirais passer du temps avec, mais ça ne veut pas forcément dire interagir. C'est l'observer, ce qu'il fait, à quel moment, comment est-ce qu'il se repose, comment est-ce qu'il interagit avec les autres, s'il a la chance de pouvoir interagir avec d'autres chevaux, à quel moment de la journée il fait telle chose, qu'est-ce qu'il va manger, s'il broute, qu'on l'emmène en main broutée ou qu'il est au pré, on va regarder ce qu'il mange. Je pense que c'est vraiment ça qui est important. Et puis après, faire différentes choses avec son cheval aussi, ça permet de le connaître sous différents angles, dans différents contextes. Donc ça, après, on est plus sur de la manipulation du cheval et on va pouvoir varier les choses qu'on fait avec le cheval et du coup le connaître dans ce cadre-là. Mais je pense que c'est très important de le connaître aussi sans interférer, quoi. C'est difficile de tirer des généralités. Maintenant, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, Mon cheval est-il heureux à l'écurie, parce que déjà je dis pas au box, je dis bien à l'écurie. Et à l'écurie, il y a le paddock, il peut y avoir la vie en groupe ou tout seul. Et j'aborde vraiment tous les sujets qui font que la vie du cheval se trouve impactée par tout ça, l'alimentation, les contacts sociaux, les sorties, le travail, les déplacements et tout ça. Et je pense qu'il y a des grands principes à respecter. Typiquement, avoir de l'alimentation à base de fibres à volonté si possible. Que le cheval puisse avoir plusieurs heures par jour de mouvement libre, avec quand même un peu d'espace. Et des contacts sociaux si possible tactiles,
et pas juste à travers les barreaux d'un box ou juste voir des congénères par la porte du box. Et donc déjà, moi je dis un peu c'est le triangle d'or ou la trilogie incontournable, et ça c'est valable quel que soit le mode d'hébergement, la manière dont on détient les chevaux, parce que si on oppose, comme on le fait de manière un peu simpliste, le box et la vie au pré, ça n'a pas de sens. Il y a des chevaux qui vivent au box mais qui ont des sorties avec des congénères, qui mangent de l'herbe ou qu'on lui font à volonté, et voilà, qui sont très bien, et il y a des chevaux au pré qui sont très malheureux parce qu'il n'y a rien qui va. Et donc je pense que la prise de conscience elle est plus sur quels sont les besoins des chevaux plus que sur les modes d'hébergement. Bon, par contre on sait qu'il y a évidemment certaines choses, vraiment le manque d'espace, les stalles sont interdites dans différents pays. Nous c'est vrai que les stalles comme mode de détention permanente, c'est sûr que ce serait à proscrire, je pense. Mais je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'interdire. À partir du moment où les gens comprennent, ils vont faire les choses pour que leurs chevaux fonctionnent bien, autant pour leur morale que pour leur santé. On revient à dire il faut observer les chevaux, passer du temps à les observer, parce qu'on voit, alors il y a des comportements qui vont être directement alarmants, parce que on reconnaît une pathologie. Quand un cheval boite par exemple, bon bah ça y est, là on reconnaît qu'il boite. On va reconnaître aussi des postures de compensation, où on soulage un membre plutôt qu'un autre, ou le dos, ou voilà, ou un abattement plus marqué. Mais c'est très important aussi de faire la différence entre les comportements habituels et un changement de comportement. Et c'est là où c'est crucial de connaître son cheval un petit peu d'habitude et puis voir les différences. Donc ça, je pense, c'est vraiment un peu la base. Et puis après, c'est pas mal aussi de connaître tout le registre des possibles en termes de maladies, ne serait-ce que savoir comment on reconnaît telle ou telle maladie, avoir des signes sur l'état de santé à l'extérieur. Je pense que c'est pas mal d'être formé aussi là-dessus. Donc on a différents éléments. Maintenant, il faut aussi prendre garde qu'il y a certains comportements qui, dans certains contextes, peuvent pas s'exprimer. Ou alors que si on a un cheval qui sort, mettons qui est en box paddock et qui va exploser à chaque fois qu'on le met au paddock, on peut dire ah il est heureux. Ouais, il est heureux en effet de retrouver de la liberté de mouvement, mais il est heureux aussi parce qu'il a été contraint pendant un moment. Donc tout ça, c'est à mettre je dirais en balance par rapport à ce qui a provoqué qu'il est heureux maintenant. Donc il faut regarder un petit peu tout et pas forcément l'instant présent, et puis il faut essayer de pas toujours se retrancher derrière notre bonne conscience en disant oui voilà, il est super content, il se défoule, ouais c'est bien en effet, c'est mieux que s'il restait enfermé dans son box, mais peut-être on pourrait faire encore mieux, et peut-être qu'un cheval qui serait pas exubérant serait peut-être plus à rechercher. Mais en effet on peut pas dire voilà, le cheval qui se défoule, en effet il est heureux de se défouler, ça c'est sûr. Non, je pense que c'est toujours intéressant d'avoir tout le développement des outils connectés que moi je connais pas forcément très bien. Par contre, le gros risque c'est d'être dépendant de l'outil. Et si on ne sait pas utiliser les informations dont on dispose, bah, on en fait quoi? Bah, on fait rien, ou justement on tombe dans l'anthropomorphisme en disant ah bah là il a telle température, il a froid. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on a des références? On a des études qui montrent que quand la température sous la couverture est de tant de degrés, là le cheval est pas bien, ou là au contraire il est bien. Il n'y a pas d'études là-dessus, donc ce serait intéressant de savoir comment on se sert de ces outils. Par contre, je pense que c'est très intéressant justement d'avoir des informations complémentaires, peut-être précises, pourquoi pas développer des études collectives en sciences participatives avec tous ces outils-là, dont les gens sont friands. Mais par contre, je pense que ça demande quand même de savoir, je disais, oui, interpréter ces données et les utiliser à bon escient, quoi. Le principe du clicker training, qu'on peut faire d'ailleurs sans cet objet qu'on appelle le clicker, l'idée c'est que quand l'animal fait quelque chose, on va marquer l'instant exact où il fait bien, par exemple avec un mot, bien, suivi d'une récompense juste après, ou alors le son du clicker, ce petit boîtier métallique là, qui fait clic-clac, ou alors avec un son distinct, par exemple moi je fais un claquement de langue pour le moment où il fait, et après je lui donne une récompense. Ça c'est le principe, ça dit pas comment on fait pour que le cheval fasse ce qu'on attend de lui. Et c'est très différent du coup de ce qu'on a l'habitude de faire, qui est d'exercer une pression
qui fait que je fais baisser la tête de mon cheval par une pression sur la longe et le licol, je cède quand il donne la bonne réponse. C'est assez vite fait, tous nos outils autour des chevaux sont basés sur ces principes-là de pression. Avec le clicker training, on n'est pas sur la même chose. On a bien entendu dans ce que j'ai dit que on fait intervenir une fois que c'est fait. Mais comment est-ce qu'on fait pour que le cheval, hop, il baisse sa tête quand on le veut? Et ben, il y a d'autres manières d'entraîner. Alors sur les animaux en parc zoologique, sur les dauphins, ça a été beaucoup développé parce qu'ils n'ont pas justement moyen de contraindre l'animal par des pressions. Et donc ils apprennent en particulier à toucher une cible. Ils appellent ça le target training, donc toucher une cible avec n'importe quelle partie du corps. On commence en général pour le cheval avec le bout du nez, plutôt la lèvre supérieure que la bouche, parce que sinon il essaye d'attraper l'objet qu'on va présenter. Et après on peut comme ça amener le cheval à lui présenter l'objet, il va avancer son nez pour baisser un peu la tête, clic, récompense, je recommence, et puis après je peux mettre un code, et mon code ça peut être même cette pression entre guillemets qui du coup n'en est plus vraiment une, c'est je mets une petite pression sur mon licol, je présente ma cible, le cheval pouf, il va baisser la tête, récompense, et après je vais peut-être commencer à faire ma petite pression sur le licol et je vais à peine montrer la cible, il va vouloir faire ça, hop, je fais disparaître ma cible et je lui donne sa récompense et après ça devient un code, la pression tactile ou le contact tactile, parce que c'est peut-être même plus une pression, devient en lui-même le code. C'est plutôt un principe philosophique, je dirais. Ça dépend comment on conçoit la relation. Comme je le disais, chacun a une manière d'appréhender la relation qui va être différente de quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui se retrouvent autour de certains principes. On peut se dire que dans une relation, il y a une contrepartie et que moi, si je travaille, je suis payée et ça ne me dérange pas de dire que je paye mon cheval par de la nourriture. Il y en a qui n'aiment pas ça. Voilà, je peux comprendre, je l'accepte, c'est pas un souci. Mais par contre, je pense quand même se passer d'un outil très puissant. Alors il y a des gens qui sont très doués, très forts dans le travail avec les chevaux, qui ne passent pas par là et qui arrivent à établir des relations formidables avec leurs chevaux, mais tout le monde n'a pas ce talent-là non plus. Et passer par l'intérêt, la motivation alimentaire peut être, pour les gens un peu moins doués, un vrai atout. Et en fait, on apporte quelque chose d'agréable pour le cheval, il nous associe à quelque chose de positif. Et du coup, ça devient l'humain égale plaisir. Par contre, un cheval motivé, il faut apprendre à le gérer. Et on n'est pas toujours prêt on n'est pas toujours préparé à ça. Donc, travailler avec des récompenses de manière structurée, comme je viens de l'expliquer, de la façon du clicker training, ça demande de l'entraînement, ça demande d'être encadré. Et je dirais qu'il vaut mieux ne rien faire que de s'embarquer là-dedans et d'avoir des chevaux qui deviennent quémandeurs, voire mordeurs, voire excités par la nourriture, parce qu'on travaille aussi sur la notion de frustration. Et qu'un cheval frustré, il est motivé pour obtenir la nourriture, mais gérer sa frustration, c'est comme chez les humains, c'est quelque chose qui s'apprend et qui se travaille. Si on ne le travaille pas, on risque de monter dans le niveau de frustration, et là, on a un animal qui va être énervé, voire agressif, parce qu'il n'obtient pas ce qu'il recherche. Donc tout ça, ça nécessite d'être entraîné et de savoir comment mener un apprentissage. Donc voilà, ça demande un savoir-faire qui mérite de se pencher dessus, parce que je pense qu'il y a plein de choses qu'on pourrait améliorer avec les chevaux. Si ils disaient « Ah, c'est ça que tu voulais dire, ok, mais je comprends, en plus je suis payé, pas mal, je veux bien faire ce que tu me demandais. En fait, avant, j'avais pas compris, puis en plus, ça me saoulait un peu. » Là, voilà, ils ont une motivation. Alors moi, ce que je fais ici au Haras de la Sens lors des rencontres, c'est expliquer le comportement du cheval. C'est vraiment mon job que j'explique sur notamment les conditions de vie. On va parler avec Agnès Zollinger du Haras National Suisse des conditions d'hébergement, de détention des chevaux, et expliquer aussi le comportement social des chevaux. Et puis pour ceux qui veulent, c'est aussi l'occasion de faire des séances de dédicace de mes livres, de discuter avec des lecteurs, des gens qui ont des questions, et ça c'est toujours sympa de rencontrer du monde. Et puis après, la prochaine fois que je serai sur un événement comme ça, ce sera à Lyon, à Équitalion, et probablement au Salon du Cheval de Paris. Ok, super. Écoute, merci beaucoup. Merci. C'est super intéressant en tout cas, et puis à la prochaine. À la prochaine. Antoine, 25 ans, cavalier, passionné par les chevaux et créateur de petits trot. J'ai créé ma chaîne Ludada il y a quelques années maintenant, 3 ou 4 ans, je me souviens plus. Mais elle est pétée de sang cette jument. Mais c'est horrible la pauvre, qu'est-ce qu'on lui a fait? Ah, il a la fourchette pourrie.